Marielle, c'est à vous. Je vous invite à venir ici. Donc après les solutions, on va voir les innovations et on va voir la R&D avec vous. Vous êtes Marielle Fassier et vous appartenez au service développement, transfert et innovation pour l'industrie, au CTMNC. Et donc c'est à vous, vous avez la parole pour nous parler R&D et innovation. Merci. Donc, comme évoqué, je vais essayer de répondre à une question qui est comment apporter des fonctionnalités aux produits de façade. Et donc, on va aborder aujourd'hui 3 grands thèmes qui ont été développés au laboratoire du CTMNC et qui ont été soit transférés, soit en cours de transfert vers les industriels des tuiles et briques. Ou encore en stade de développement, ce qu'on va voir dans le cadre de la captation et du stockage du CO2. Donc si on démarre par la dépollution de l'air extérieur, donc ça c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui aujourd'hui a la possibilité d'être transféré dans les usines de tuiles et de briques, de façade. Donc le but en fait c'est de dépolluer tous les oxydes d'azote qui sont présents dans l'air extérieur et en particulier dans l'environnement urbain. Donc je vous ai listé ici l'ensemble des oxydes d'azote. Ceux qui nous intéressent, nous, principalement, c'est les NOx. Donc, en fait, c'est l'assemblage de NO et de NO2. Donc, ces composés sont présents majoritairement dans l'atmosphère et ils ont des conséquences néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. D'où le but de les dégrader ou de les dépolluer. Donc, pour ça, en fait, on va utiliser une méthode de dégradation directe de ces NOx par un photocatalyseur. Donc, on connaît tous l'oxyde de titane qui est le photocatalyseur le plus connu. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un certain nombre de composés qui, en fait, ont la propriété de dégrader les liaisons chimiques entre l'élément azote et l'élément oxygène, qui sont semi-conducteurs, mais qui ont surtout deux particularités. La première, c'est d'avoir une réaction de photocatalyse en lumière solaire et donc de ne pas être obligé d'être exposé à un rayonnement UV. Et en plus, qui ont la capacité d'être résistants à la température et donc de pouvoir être déposés sur les produits pendant le cycle de fabrication, ce qui évite soit une recuisson consommatrice en énergie, soit de les intégrer dans un produit organique qui serait redéposé à la surface des produits. Donc en fait, aujourd'hui, on sait développer un traitement de surface transférable en usine, adapté au processus industriel, qui permet de dégrader les NOx et donc de dépolluer l'air extérieur. Pour s'assurer de ça, en fait, on a mis en place ce qu'on a appelé une NOx-box. Donc, en fait, c'est le dispositif que vous avez ici. En fait, ça permet de regarder la capacité de produit ou de revêtement à dégrader ces gaz d'échappement, que ça soit en position horizontale, verticale ou avec une pente. Comme c'est un dispositif expérimental, on a la capacité de pouvoir modifier tous les paramètres. Donc ici, on est en éclairage comparable aux lumières du jour, mais si on veut le faire en UV ou si on veut l'atténuer avec un réflecteur, c'est possible. Et en fait, on vient remplir cette chambre de NOx et on regarde à quelle vitesse il se dégrade au cours du temps. Et l'idée, en fait, on a en fait à partir de cette NOx-box, on a corrélé la dépollution possible qui pourrait se passer dans un milieu urbain et en particulier dans une rue Canyon. Et on a évalué en fait combien, grâce à ces revêtements, on avait de dégradation de NOx et donc combien ça compensait de voitures qui circulaient dans cette rue Canyon. Et ici, vous avez par exemple la courbe de dégradation. Donc, je vous disais, dans la NOx-box, on regarde la dégradation des gaz d'échappement au cours du temps. Et ici, sur ce graphique, en fait, vous avez donc la dégradation de ces gaz d'échappement. En noir et en gris, c'est sur des produits non revêtus, non traités avec le composé dégradant. Et en vert, orange et rouge, trois exemples de composés qui permettent de dégrader les gaz d'échappement. J'ai mis 3 types différents. En fait, j'ai mis un oxyde photocatalytique, comme on avait parlé, un oxyde photocatalytique qu'on a dopé pour augmenter son efficacité, et enfin, un troisième qui est un composite, entre guillemets, c'est une association de 2 oxydes semi-conducteurs qui ont des bandes interdites différentes, donc ça permet d'avoir une activation plus importante, puisqu'on a une bande interdite plus basse et une plus haute, donc les électrons ont plus de chemin à parcourir, donc peuvent dégrader plus de gaz d'échappement. Donc ça, c'était
le premier thème sur la dépollution de l'air extérieur, pour rester dans tout ce qui est dépollution, conversion, dégradation. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, et qui lui pour le moment est encore au stade du laboratoire, c'est la captation, le stockage et ou la conversion du CO2 atmosphérique. Donc ça concerne, donc, comme son nom l'indique, le CO2 présent dans l'atmosphère et pas le CO2 qui pourrait être présent dans des fumées de combustion. Donc en fait, on a regardé quelle était la propriété des tuiles et des briques, et des briques apparentes et des plaquettes, et quels étaient les paramètres intrinsèques du produit qu'on pouvait utiliser pour pouvoir capter, stocker ou convertir ce CO2. Et en fait, il est apparu donc 3 grands axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la carbonatation minérale. Donc l'idée, c'est de capter le CO2 atmosphérique et de le faire réagir avec des cations libres, principalement de calcium et de magnésium, qui sont présents dans les produits pour pouvoir former des carbonates. Et ces carbonates, ils sont stockés dans le produit au cours du temps. C'est une réaction qui existe déjà naturellement à l'état géologique, mais qui prend des dizaines d'années. Donc l'idée, c'est de reproduire ce phénomène géologique sur les produits de type tuile et brique en captant le CO2 grâce aux cations libres. La deuxième option qui pourrait être combinée avec la première, c'est l'utilisation du réseau poreux et du fait que nos produits sont des matériaux poreux. Et donc, favoriser l'absorption du CO2 dans les pores des produits. Et ces pores des produits pourraient être fonctionnalisés avec la troisième option, qui est en fait un traitement de surface qui permet de faire de la photosynthèse artificielle. Donc en fait, ce dernier procédé, il ressemble beaucoup au précédent. Voilà. La seule chose, c'est que, il faut adapter à nouveau les composés pour qu'ils présentent les propriétés nécessaires pour pouvoir réaliser la photosynthèse végétale, mais de manière artificielle avec les produits. Et de la même façon, il faut que ça résiste, faut que ça soit compatible avec le cycle industriel de fabrication. Donc l'idée, c'est que ce composé de photosynthèse artificielle, il peut être utilisé en revêtement comme pour la dégradation des gaz d'échappement, mais aussi il pourrait être incorporé dans les pores de nos produits pour en fait coupler l'action de je capte le CO2 dans les pores et en plus je le dégrade grâce au procédé de photosynthèse qui est à l'intérieur des pores. Donc ce sujet-là, qui fait l'objet d'une thèse de doctorat, est encore à l'échelle du laboratoire avec un travail sur ces 3 axes. Je vous interromps 30 secondes. Enfin, 30 secondes. Est-ce que ça, on a parlé de matière tout à l'heure avec Samuel, est-ce que ça a une influence sur l'aspect, sur la matière? Est-ce que ça peut avoir une influence sur le produit en lui-même? Alors, esthétique. Les deux premiers, que ce soit la captation du CO2 ou la dégradation des gaz d'échappement, n'a pas d'impact sur l'esthétique, puisque justement, on travaille pour que les composés élaborés soient incolores lorsqu'ils sont déposés sur les produits, ou alors de tellement petites dimensions qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Par contre, transition, sur le troisième sujet, où là, par contre, on a un impact sur l'aspect esthétique. Donc, c'est le troisième sujet qui, lui, est aussi travaillé au CTMSC depuis plusieurs années, comment utiliser les produits de façade ou comment les fonctionnaliser pour réduire les îlots de chaleur. Et donc, de ce fait, comment créer ou contre-typer des teintes existantes pour les rendre rafraîchissantes. Donc, je ne vous explique pas ce qu'est un îlot de chaleur. Juste, avoir quelques informations sur quand ça se produit et qu'est-ce que ça génère. Donc, ça se produit principalement en été, en fin de soirée ou pendant la nuit. En fait, les surfaces, pendant la journée, elles ont été chauffées, elles ont emmagasiné de la chaleur, et elles vont la relarguer en fin de soirée ou la nuit, et ça, couplé avec la transpiration de la végétation, va créer une augmentation de 2 à 6 degrés de la température de l'air dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales environnantes. Donc, pour vous rappeler brièvement, qu'est-ce qui favorise les îlots de chaleur? Donc déjà, avoir beaucoup de surfaces sombres, avoir peu ou moins de végétation que de surfaces sombres, avoir une modification du flux des vents par rapport à la rugosité des bâtiments, à la topographie de la ville, à l'organisation des bâtiments les uns par rapport aux autres. Les îlots de chaleur sont favorisés aussi par des sources de chaleur
anthropiques et par les conditions météorologiques. Il va y avoir ce qu'on appelle des brises de campagne. En fait, c'est des vents chauds qui vont venir s'emmagasiner au-dessus du dôme d'îlot de chaleur, et donc ça va renforcer encore plus cet effet d'îlot de chaleur. Et après, la dernière chose qui peut favoriser les îlots de chaleur, c'est la position géographique et climatique de la ville. Les conséquences de ces îlots de chaleur, donc évidemment augmentation de la température urbaine, transformation des phénomènes météorologiques, donc c'est ce que je vous disais, des brises de campagne, le régime des orages qui s'intensifie, avec beaucoup plus de pluie. Ce phénomène d'îlot de chaleur, il est couplé aussi avec l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre, et en particulier la teneur en CO2 atmosphérique, donc qui reboucle avec le sujet précédent. Ça a un impact sur le confort des habitants, sur l'occupabilité et l'habitabilité pas facile. des villes. Et donc, ça a un impact sur la consommation énergétique, puisque les gens vont chercher à refroidir leur habitat, principalement à l'aide de climatisation. Sans oublier l'impact sur les personnes vulnérables en termes de risques cardiaques et respiratoires. Donc, ce qui nous intéresse par rapport à tous ces facteurs, c'est d'essayer de développer des revêtements ou des produits qui permettent de rafraîchir les façades des bâtiments. Donc, pour ça, il faut déjà avoir en tête les propriétés qui permettent de caractériser un revêtement rafraîchissant. Donc le premier, c'est l'absorption solaire ou la réflectance solaire. Donc en fait, je mets toujours avoir une absorption solaire faible ou une réflectance solaire élevée, puisqu'en fait les deux sont complémentaires, la somme des deux faisant 1. Et donc en fait, ça c'est la capacité à réfléchir l'énergie qui est contenue dans le rayonnement solaire. Donc généralement, on va le voir par la suite, quand on parle d'échauffement, on parle d'absorption solaire, et quand on parle d'un SRI qui permet de déterminer si le matériau est rafraîchissant ou pas, on parle de réflectance solaire. Mais dans tous les cas, la somme des deux est égale à 1. Pour savoir si un matériau est rafraîchissant, il faut aussi s'intéresser à son émissivité thermique, et il faut qu'elle soit la plus élevée possible. C'est en fait la capacité du matériau à dissiper l'énergie thermique qu'il a emmagasinée le plus vite possible, et donc de ne pas garder cette chaleur en son sein. Et tout ça, ça nous donne donc des informations sur l'indice de réflectance solaire, l'indice SRI, qui doit être le plus élevé possible. C'est donc un indice qui permet de déterminer si un matériau ou un revêtement est rafraîchissant ou non. Et c'est une combinaison par calcul de la réflectance solaire et de l'émissivité thermique. Avec cet indice SRI et ces deux caractéristiques, on peut donc déterminer si un produit ou un revêtement est propice à être rafraîchissant et donc à avoir la capacité de renvoyer et de réfléchir la chaleur en l'emmagasinant le moins possible. En parallèle de ça, on a aussi développé un procédé en fait qui permet d'estimer la température de surface, justement des produits qui sont dits rafraîchissants, et afin de pouvoir caractériser les transferts de chaleur et les transferts énergétiques qui se produisent dans ces produits, et pouvoir justement quantifier ce qui était donné initialement, l'augmentation de 2 à 6 degrés. En fait, là, à l'inverse, essayer de quantifier quelle diminution de température on peut avoir sur le produit lui-même, donc sur le bâtiment, mais aussi de chaque côté du produit, donc dans l'environnement proche et à l'intérieur du bâtiment. Les solutions développées pour avoir des revêtements rafraîchissants en façade. Donc évidemment, les produits de façade de teinte claire et de texture lisse. Donc ça, on le sait tous. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le développement de ces produits, de ces composés qui sont indiqués ici. Donc en fait, pour avoir des matériaux qui renvoient fortement la chaleur, il faut avoir des matériaux à haute réflectivité solaire. Et dans ce cas-là, il y a 4 grandes familles. Les matériaux polychromes, les matériaux à changement de phase, les matériaux dits cool, qui sont les composés rafraîchissants, et les matériaux rétro-réfléchissants. Donc, sur les matériaux polychromes, on a 2 familles, les thermochromes et les photochromes. Donc, eux, en fait, ils ont la possibilité de changer de teinte, alors pas de couleur, mais de changer de teinte, c'est-à-dire de passer, par exemple, d'un gris clair à un gris foncé. Quand ils sont photochromes, c'est sous l'action du rayonnement solaire. Quand ils sont thermochromes, c'est sous l'action de la température. Et en fait, en utilisant ce type de composés qu'on a développés et qui sont compatibles avec les procédés de fabrication des produits de type tuile et brique, ça permet de minimiser
les apports en chaleur lors de la période estivale et de les augmenter pendant la période hivernale. Donc on a vraiment en fait un produit qui, pour simplifier, se renvoie la chaleur l'été et la stocke l'hiver. Donc comme je vous disais, ça modifie un petit peu l'esthétique de la toiture ou de la façade, puisqu'en fait on a une nuance de teinte, alors plus ou moins perceptible. Et donc c'est une réaction qui est, comme je vous disais, réversible entre l'été et l'hiver. Donc ça, c'est des composés qui existent et qui sont transférables en usine, que ce soit pour tous les matériaux d'enveloppe. Je passe directement aux matériaux rétro-réfléchissants. Donc eux, en fait, c'est un phénomène de surface qui a la capacité de renvoyer directement le rayonnement lumineux et solaire qu'il perçoit. Donc en fait, c'est un peu l'effet d'un miroir. Le rayonnement solaire arrive, il tape dans le bâtiment, il est renvoyé. Donc ça marche très très bien à condition qu'il ne croise pas un autre bâtiment juste en face dans une rue Canyon. Sinon, le rayonnement lumineux, il fait ping-pong et au fur et à mesure, les deux bâtiments s'échauffent. Donc nous, on n'a pas gardé cette option-là puisqu'il y a quand même beaucoup de chances qu'un rayonnement lumineux rencontre un autre bâtiment après avoir tapé un premier. Donc on s'est aussi plus concentré sur les revêtements dits cool, donc les composés rafraîchissants, donc en fait qui ont une réflectance solaire élevée et une émissivité thermique élevée. Voilà. On a développé une large gamme de teintes foncées grâce à des pigments sombres rafraîchissants. Donc là, il y a des exemples de couleurs. En fait, ces teintes-là n'ont évidemment pas les mêmes coefficients de réflectance qu'une teinte blanche, mais ont des coefficients de réflexion solaire et qui peuvent être 20 à 40% plus élevés qu'une même teinte qui ne serait pas rafraîchissante. Donc, à l'aide de ces composés, on arrive à avoir des diminutions de température de surface. Alors, pour le moment, du produit, parce qu'on n'a pas encore fini les essais sur l'environnement, mais du produit qui vont de 2 à 6 degrés, donc l'inverse de l'échauffement des îlots de chaleur. On a un indice d'absorption solaire qui est inférieur à 0,7, donc ce qui permet, dans la pose des plaquettes sur système ETIX, d'être utilisé. Et donc, en fait, de cette façon, on arrive à contre-typer des teintes existantes pour des produits d'enveloppe. Donc, ce procédé-là, il est totalement adapté à la fabrication en usine, puisqu'en fait, c'est le même procédé que le procédé d'engobage ou d'émaillage qui existe déjà dans les usines. Donc voilà, fabrication et développement de composés, contre-typage de couleurs existantes et caractérisation des gains énergétiques et thermiques. Je vous remercie. Très intéressant et on voit à quel point c'est important de réfléchir sur ces questions. Est-ce que vous avez justement des questions, on a un petit peu de temps, une ou deux questions à poser à Marielle sur ces problématiques? Oui, bonjour Philippe Antonin. C'était une question par rapport au montage en fait. Là tu as parlé des matériaux puisqu'on est dans les matériaux et des impacts. Mais est-ce que la lame d'air a une importance capitale? Comment là, le montage a-t-il une grosse influence pour réduire les îlots de chaleur également? Le montage du bâtiment? Enfin, des produits. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu le mets en vêtage, ça a une importance peut-être plus importante, la matière du produit par rapport à un montage en façade rapportée. Ça, je ne sais pas. Ça, on l'a pas. Enfin, moi, si quelqu'un sait répondre, mais moi, je suis. Ouais. Quelqu'un veut répondre à cette question? Merci. Alors, tout dépend si on parle de l'intérieur de la température à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur du bâtiment. En effet, la question que tu poses, Philippe, elle va avoir un impact sur la température à l'intérieur du bâtiment, parce que la présence de la lame d'air va modifier la migration de la chaleur vers l'intérieur. En revanche, sur les effets d'îlots de chaleur urbain, a priori, je ne vois pas comment ça pourrait avoir une importance, puisqu'on a en fait, on repousse finalement cette chaleur, on empêche qu'elle vienne se stocker dans les produits. Donc, in fine, ça peut être que positif par rapport à l'intérieur également. Mais voilà, au sujet de l'effet d'îlot de chaleur urbain,
Le fait qu'il y ait une lame d'air ou pas ne change pas le sujet. On est sur la surface. Merci. Y a-t-il une autre question? Au niveau de la captation, ce produit qui capterait le CO2, alors du coup j'ai plusieurs questions là-dessus. C'est la première, au bout du bout, en fin de vie, est-ce que du coup nos tuiles vont être encore considérées comme des matériaux ou des déchets inertes et on pourra encore malgré tout les considérer en tant que tels? Et après, l'autre question, c'est en ajoutant tous ces produits, que ce soit pour le NOx, que ce soit pour le CO2, etc., ça reste toujours la même question que le départ. Au niveau des déchets, est-ce qu'il y a un risque aussi qu'on ne nous les reprenne plus en l'état? Alors en fait, il y a deux types de produits qui vont être soit utilisés, soit formés. Donc qui vont être formés, ce sera des carbonates et ça reste des choses minérales et inertes. Et les composés qui sont élaborés, ils sont tous élaborés à partir d'oxydes, donc qui sont présents dans les engobes et les émaux actuellement. Et donc en fait, ça reste des produits minéraux et donc ça reste des déchets inertes. Y a-t-il encore une question? On a le temps pour une dernière question. Bruno Redorelli, ingénieur matériaux. En complément, est-ce qu'il y a un sujet de saturation au moment donné de cette capacité de performance en captation, ou est-ce que ça a une pérennité infinie? Est-ce que ça apporte un plus de modifications au niveau du matériau, de la brique, effectivement? Donc en termes de modification, il n'y a pas de modification physico-chimique, il n'y a pas de modification esthétique. En termes de durée de vie, justement, on est en train d'évaluer la durabilité et la résistance de ces composés au cycle quand ils sont soumis régulièrement à des gaz d'échappement, par exemple. Ce qu'on sait, c'est qu'on a fait une étude précédente sur la colonisation des micro-organismes sur des composés de ce type-là. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sont exposés en extérieur depuis 2007 et ils sont toujours actifs. C'est le retour qu'on peut avoir et on a fait la même chose dans un banc de verdissement accéléré et en fait on a pu extrapoler qu'on avait une durée de vie de ces revêtements très très longue en fait. Après, aujourd'hui la saturation par gaz d'échappement, on la voit pas encore dans le dispositif. On a fait des essais qui ont duré pendant 3 mois en injectant du gaz à très forte concentration tous les jours et on n'a pas vu de saturation. Écoutez, merci. Vous aurez l'occasion d'échanger tout à l'heure, éventuellement avec Marielle. Vous pouvez encore l'applaudir.